Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le bilan de cette deuxième semaine du Tour d'Italie. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, sur les grands enseignements de cette deuxième semaine. On parlera du bilan des Bleus, des sprinters, du classement général, de mon avis également sur cette deuxième semaine. Et puis en fin de vidéo, on fera le point sur les différents classements directement sur le site du Giro. Donc il y aura même le classement de l'Inter Giro, des sprints intermédiaires. Donc voilà, on aura tous les classements en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, TikTok également, les shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. La Formule 1 en ce moment c'est un petit peu compliqué, j'ai un Grand Prix et demi de retard. Là je suis en train de regarder, hier j'ai commencé à regarder le Grand Prix de Miami, pour vous dire voilà, que je suis quand même bien à la bourre du côté de la Formule 1. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Allez, on commence tout de suite avec cette deuxième semaine. Bon, bilan de cette deuxième semaine. Il s'est pas passé tant de choses que ça au niveau du classement général. Parce que le parcours était pas foufou. Ça, je vous l'avais dit. On commençait très fort sur ce Giro. On termine fort. Le problème, c'était cette deuxième semaine qui, je crois, j'ai rarement vu une deuxième semaine aussi plate sur un grand tour parce que moi, j'ai connu encore une fois les Giro Tour de France qui partaient quasiment avec 10 jours de plat. Sauf qu'à partir de la deuxième semaine, du côté du Tour de France, tu avais les Pyrénées ou les Alpes. Pareil, du côté du Giro, tu commençais à avoir la grosse montagne. Là, c'est vrai que on sait depuis longtemps qu'on n'avait pas vu comme ça une semaine de grand tour avec seulement une étape de moyenne montagne pour commencer et une étape difficile pour terminer, mais avec seulement en fait une grosse étape de montagne. Il y a eu l'étape numéro 10 remportée par Valentin Paré-Pinte, mais qui n'était pas une grosse étape de montagne. Et on a eu l'étape de dimanche qui était très difficile. On a eu l'étape par exemple de Fano, c'était une étape de vraiment vallonnée, légère en vallonnée même. Mais il n'y avait pas forcément d'étape extrêmement compliquée. Donc c'est vrai qu'au niveau c'est un parcours qui était assez mal fichu. De toute façon, je vous l'avais... Quand j'avais fait la présentation du parcours, juste après qu'il ait été annoncé, j'avais dit... Ce parcours m'emballait pas des masses. Contrairement au parcours de l'année d'avant, 2023, qui m'emballait énormément. Et puis bon, au final, il ne s'était pas passé grand-chose. Mais ce parcours 2023 m'emballait plus que le parcours 2024. J'ai envie de dire, le parcours du Tour de France m'emballe plus cette année que le parcours du Giro et que le parcours de la Vuelta, parce que je trouve que la Vuelta, la première semaine, elle est mal fichue. Ensuite, deuxième, troisième semaine, c'est pas mal, mais cette première semaine, j'ai peur qu'on atteigne un petit peu longtemps. Il y a des étapes, on ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire du côté de la Vuelta. Mais là, oui, on est sur un parcours qui était un peu particulier. Donc c'est aussi ce qui a fait qu'on n'a pas eu de grand bouleversement du côté du général. En fait, le plus grand bouleversement, c'est l'abandon de Kian Uijtdebroek. Mais c'est un abandon en fait, c'est pas véritablement dû à un fait de course, dû à une étape où vous avez un coureur qui explose complètement, ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un Pogačar qui domine, et derrière il n'y a pas eu pour le moment de grands bouleversements, il n'y a pas eu encore de grandes actions. Je pense qu'on attend ça sur la troisième semaine. On verra l'étape de demain même, parce que pour le moment, le parcours est encore sujet à peut-être à modification. Il y a peut-être encore une difficulté qui va sauter au niveau du parcours à cause du mauvais temps. Mais oui, le parcours m'emballait pas. La semaine, elle n'est pas catastrophique, parce qu'il y a eu des belles étapes, il y a eu des belles histoires. Je pense que l'étape de Julien Lafilippe, elle est intéressante. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette étape. Valentin Paré-Pinte, c'était pas mal. Le chrono, par contre, moi, m'a moins passionné. Voilà, il y a des étapes où c'était pas forcément très spectaculaire, très intéressant. Donc voilà, c'est un parcours mal fichu sur cette deuxième semaine qui fait que
pour moi, elle ne restera pas dans les annales, cette deuxième semaine, dans l'histoire du Giro. Et même quand on parlera du Giro 2023, je ne suis pas sûr qu'on se rappelle forcément de l'étape d'hier. Moi, je pense qu'on se souviendra de la première journée, qui avait été très dense. Je ne sais pas si on se souviendra tant que ça de cette deuxième semaine. Voilà. Ça, c'est une question que je me pose du côté de ce Tour d'Italie. Donc ouais, un parcours mal fichu, donc fallait pas s'attendre non plus à des miracles. Voilà, fallait pas s'attendre à des miracles avec un parcours qui n'était pas extraordinaire, avec un classement général qui au bout de 10 jours de course avait quand même des grosses différences. Après le contre-la-montre, ces différences se sont encore accentuées. Donc c'est vrai qu'on se disait, bon, allez, ça va. Bon, peut-être sur l'étape de dimanche, je trouve que l'étape de dimanche, il a un peu tout dominé. Donc c'est vrai que cette dernière semaine de compétition, on ne sait pas trop quoi en penser. Il y aura encore la bagarre derrière Pogacar, mais bon, on n'a pas forcément, que ce soit Daniel Felipe Martinez et Geraint Thomas, ce ne sont pas forcément les mecs qui lancent des hostilités de très très loin. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y aura vraiment des grosses attaques, des grandes envolées comme on a pu avoir sur certaines éditions du Giro. Et puis oui, pour le moment, voilà, ça ronronnait un petit peu dans cette deuxième semaine. Et puis on a une domination du côté de la montagne, mais on a aussi une domination du côté des sprints. Ça va être du côté de Jonathan Milan. Donc ouais, j'ai pas pris tant de plaisir que ça vraiment à regarder cette semaine de compétition. Et puis je trouve que le contre-la-montre par exemple n'était pas hyper passionnant. Voilà, il y avait des trucs qui m'ont pas vraiment convaincu. Bon, par contre, ce qui n'a pas changé de cette première semaine, c'est la réalisation. Toujours aux fraises, cette réalisation du Tour d'Italie. C'est catastrophique cette année. C'est-à-dire, j'ai connu pourtant l'époque du Giro où c'était la RAI qui s'occupait de la réalisation internationale et c'était vraiment pas l'idéal. Maintenant, c'est plus la RAI qui s'occupe de la réalisation internationale. On avait un peu gagné en qualité. Parce que moi, je me souviens notamment des années où il y avait le faisceau qui sautait tout le temps, c'est-à-dire à chaque étape. L'année où Bardet fait 7 ou 8, c'était une catastrophe. Et l'année d'après, ils avaient changé de prestataire. C'était plus la RAI qui s'occupait des images, c'était un autre prestataire qui s'occupait, je crois, aussi des images enfin, un prestataire extérieur qui s'occupait d'autres courses. Donc je me disais, on va avoir des meilleures images. La première année, c'était bien. Là, cette année, c'est catastrophique. Hein. Alors, entre les contre-la-montre, où on comprend rien à ce qui se passe. Alors, vraiment, les contre-la-montre, c'est vraiment une catastrophe cette année. Alors, déjà que c'est mal filmé en temps normal, les contre-la-montre, hein, je le dis toujours. Mais alors là, les deux du Giro, sacrément mal filmés. L'écran splitté, on l'attend toujours. C'est fou, hein, parce qu'on le faisait il y a 15 ans, du côté du cyclisme. La Formule 1 le fait, la MotoGP le fait. Le biathlon le fait également. L'écran splitté. Bon. Le cyclisme, toujours pas. C'est fantastique. Et je dirais que même sur une épreuve de ski de fond, on comprend plus ce qui se passe que sur une épreuve de cyclisme, ce qui est assez extraordinaire. Donc toujours une réalisation en fraise, mais même sur les étapes de montagne. Hier, on a eu une étape de montagne. On ne voit quasiment pas Tibéri lâcher. Romain Bardet qui attaque, mais ensuite on ne sait pas l'écart qu'il a avec le reste du peloton. Il y a eu un moment où on savait plus où il était, Romain Bardet. Enfin, il y a plein de séquences où on ne comprenait pas la course. Et encore une fois, comme je vais me répéter de la première semaine, mais un réalisateur, son objectif, au départ, c'est que tu comprennes ce qui se passe à l'écran. Ensuite, c'est de faire des belles images, et de faire... Bon, de base, c'est de comprendre ce qui se passe à l'écran. C'est de retranscrire la compétition pour que le téléspectateur y comprenne tous les échelons de la course, tout ce qui peut se passer, où il peut essayer de comprendre aussi un petit peu la vitesse, mais là, c'est dans un second temps. Déjà, retranscrire ce qui se passe à l'écran, et ensuite, l'idée d'amener de la vitesse, d'amener du son, ça c'est après. Mais il faut déjà que le téléspectateur puisse comprendre qui est où, à quel endroit, à quel échelon de course. Ils comprennent un petit peu les enjeux en fait de cette épreuve. S'ils ne comprennent pas les enjeux de cette épreuve, c'est un problème. Sauf qu'avec la réalisation actuelle, on ne comprend pas ce qui se passe à l'écran. On ne comprend pas. Voilà, on ne comprend pas quel coureur est à tel endroit, on ne comprend pas les enjeux, on ne comprend pas plein de paramètres. Donc c'est marrant de mettre des statistiques à la con. Mettez déjà un truc où on sait où chacun se trouve.
Il y a un autre. Bon, ensuite, la vitesse, les belles images, bon, ça c'est un autre truc. Je trouve quand même que le Giro a tendance à faire des ralentis sur pas grand chose. C'est-à-dire, par exemple, hier, on a un ralenti sur un spectateur qui récupère les gants de Pogacar. Je suis pas sûr que ça avait un intérêt de faire un ralenti là-dessus. Ou des fois, vous avez des ralentis sur des virages, alors que le mec est pas du tout en train de se toller. C'est juste qu'il passe le virage rapidement. Je me dis que des fois, ils font vraiment des ralentis sur pas grand-chose. Donc, une réalisation pour moi aux fraises, ce qui nuit aussi à cette deuxième semaine, hein. Forcément, la réalisation qui est pas top, ça nuit à ce qu'on voit du côté de la course. On passe au général. Bah, que dire, Pogacar, dominateur. C'est le résumé de cette deuxième semaine de compétition. Il y a eu 3 étapes importantes pour le général. Étape 10, le contre-la-montre, également l'étape de dimanche. Pogacar est au-dessus. Les écarts sont maintenant importants. Il y a pas vraiment de suspense sur cette 3e semaine, ce qui est très rare dans un grand tour d'avoir aussi peu de suspense avant d'entamer la dernière semaine d'une compétition. Il est dominateur. Il est dominateur, il est une jambe au-dessus de ses adversaires, c'est clair et net. La question est maintenant de savoir comment Pogacar va gérer cette avance. Est-ce qu'il va laisser faire beaucoup plus ses échappées? Est-ce qu'il va vouloir vraiment surdominer ce Tour d'Italie? Il a déjà écœuré ses adversaires, mais vraiment d'enchaîner les victoires d'étape dans certaines étapes de montagne. Ça va peut-être être son objectif. Est-ce qu'il va commencer à penser au Tour de France et à, on va dire, gérer un petit peu, faire de la gestion de fatigue, essayer de ne pas tout mettre sur certaines étapes? C'est une question qu'on peut se poser aussi du côté de Pogacar. C'est pas, enfin, ce coureur-là, il n'a jamais été vraiment dans la gestion. C'est pas le coureur qui gère le plus ses efforts. Il aime souvent faire le spectacle, Pogacar. Mais là, il y a l'objectif Tour de France. Je dirais que c'est peut-être la seule année où il va pouvoir le faire. Parce qu'on a quand même énormément de blessés importants. Encore une fois, Vingegaard, qui est peut-être l'adversaire numéro 1 sur le Tour de France, il va peut-être pas être fantastique. Donc, il y a une vraie opportunité pour Pogacar d'aller faire le doublé Giro Tour, qu'il n'aura peut-être jamais une autre opportunité dans sa carrière. Donc peut-être que ça va jouer aussi dans sa manière de gérer la course. Mais voilà, Pogacar, pour le moment dominateur, il n'y a pas d'adversaire à sa taille pour le moment. Il n'y a pas d'adversaire à sa taille. Les écarts sont monumentaux. Et puis on ne voit pas un retournement de situation, on ne voit pas un coureur qui aurait le culot déjà d'attaquer et de faire une démonstration à part Bardet. Mais Bardet il a 8 minutes, donc c'est-à-dire qu'il a le temps de voir venir. Et on ne voit pas beaucoup d'équipes en capacité de malmener, notamment Novak, notamment Maïka, notamment Grossschartner. Ils sont peut-être que 3 autour de Pogacar, de costaud, mais ils font du très bon boulot. Alors après, les autres font aussi du bon boulot sur le plat, hein. Mais en montagne, vous avez ces 3-là. Pour le moment, ils ne sont pas mis en difficulté par des équipes adverses. Donc c'est ça aussi qui fait la différence et qui permet à Pogacar d'être au-dessus. C'est vrai que Maïka fait quand même un super Giro jusqu'à maintenant. Enfin voilà, il fait un travail assez monumental. Donc ouais, du côté du général, il n'y a pas eu de grande surprise avec un Pogacar dominateur sur le chrono, dominateur également dimanche du côté de l'arrivée au sommet. Enfin voilà, il a vraiment su faire la différence. Maintenant, c'est à lui de gérer. La question est de savoir est-ce qu'il va gérer ou pas. Derrière, Daniel Felipe Martinez, qui semble bien, le coureur de la Bora. La question du côté de Daniel Felipe Martinez, c'est de savoir est-ce qu'il n'aura pas une journée de moins bien. Moi, je pense pas, parce que bon, je vais me répéter du côté de Daniel Felipe Martinez, mais c'est quand même un coureur qui a déjà fait top 10 sur un Giro, alors qu'il était équipier d'Egan Bernal. L'année où Egan Bernal s'impose, il arrive à faire 7ème. Donc il avait été très fort à ce moment-là. Donc ouais, je ne suis pas sûr pour le moment qu'il y ait vraiment une possibilité
d'aller gêner Daniel Felipe Martinez, pardon, qui est troisième du général. J'ai dit deuxième du général, qui est troisième du général. Donc, je pense que Daniel Felipe Martinez, pour l'instant, il tient bien la baraque. Euh, Geraint Thomas, je suis moins convaincu. Je suis moins convaincu parce que c'est un coureur qui n'est pas si jeune que ça, Geraint Thomas, et avec l'âge, c'est plus compliqué de récupérer. Donc c'est peut-être en troisième semaine que ça va se faire sentir. J'ai l'impression quand même que sur le contre-la-montre, c'était encore pas fantastique. L'étape de montagne, j'ai l'impression quand même qu'il a souffert parce que Daniel Felipe Martinez n'a pas réussi à l'attaquer, mais n'a pas craqué face à Geraint Thomas. Or, pourtant, Daniel Felipe Martinez tente de suivre Pogacar. On a vu avec Ben O'Connor que c'est très compliqué de suivre Pogacar. Donc je me dis, Geraint Thomas, j'ai moins de certitude qu'avec Daniel Felipe Martinez. Voilà, je me dis, Geraint Thomas, j'ai l'impression qu'il n'est pas fantastique. L'année dernière, il finit très mal son Giro, notamment le contre-la-montre en bosse. Il perd beaucoup de temps sur ce contre-la-montre en bosse. Certes, il y a changement de vélo, mais il n'est pas au top. Et la veille aussi, je me souviens sur une étape de montagne, il avait un petit peu du mal à suivre Roglic. Roglic, il construit sa victoire sur 2 jours, pas seulement sur le contre-la-montre. Donc je me dis, bon, Geraint Thomas, ça va peut-être tenir 1 jour, 2 jours, mais est-ce que ça va tenir 3 jours de montagne, ce côté où on a l'impression qu'il est vraiment à fond? Or, il faut tenir encore mardi, mercredi. Alors certes, mardi, on ne sait pas trop comment l'étape va se dérouler, mais j'ai pas l'impression que Geraint Thomas soit au-dessus. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de fatigue, voilà, pour Geraint Thomas, et cette récupération, ça va peut-être jouer sur les 2 prochains jours, peut-être également sur le dernier week-end de compétition. Du côté du coureur britannique, on pourrait même se poser des questions. Est-ce qu'ils ont choisi le bon cheval, hein, chez Ineos? Ça, c'est quand même une question qu'on peut se poser parce qu'on voit que Thymen Arensman n'est pas très loin au final, hein, de Geraint Thomas. Arensman, il a 9 minutes 45, donc il est 3 minutes derrière. Or, il perd 2 minutes 27 dès la première étape. Donc il perd énormément sur les 2 premiers jours de course. On voit que jusqu'à maintenant, Thymen Arensman, il tient vraiment bien la cadence. Il aura de regrets également par rapport au maillot blanc, Thymen Arensman, parce que quand on voit le temps qu'il a perdu sur les premiers jours, si Tiberi n'a pas d'autres journées compliquées, ça peut être difficile, voilà, pour Thymen Arensman. Donc c'est la situation pour le moment du côté de ce classement général. Romain Bardet est 7ème à 10 minutes 49. Ils peuvent peut-être aller chercher Arensman et Tiberi pour la 5ème place. Après, pour aller chercher Ben O'Connor et Martinez, ça va être compliqué. Est-ce que Ben O'Connor peut monter sur le podium? J'ai l'impression qu'il est un peu derrière pour le moment, Daniel Felipe Martinez. Par rapport à Geraint Thomas, faudrait que Geraint Thomas craque. Si Geraint Thomas ne craque pas, ça tiendra. Si Geraint Thomas craque, ça suffira pas. Par contre, on peut être déçu quand même de la stratégie. Bon, alors ça, c'est Geraint Thomas, ça commence à devenir un petit peu comme Kelderman. C'est-à-dire que s'il fait podium sur ce Tour d'Italie et qu'il continue de courir de cette manière-là, je suis pas sûr qu'on s'en souvienne très longtemps parce que c'est pas très, ça manque un peu de panache, quoi. C'est un peu petit bras de la part de Geraint Thomas. Il suit, mais il lance pas d'attaque, il lance pas d'offensive. Ça rappelle son Giro de l'année dernière, hein. Il tient la cadence, mais il n'avait pas lancé d'offensive. Il refait la même chose une 2e année d'affilée. Ça commence à être un peu lourd, quoi. Surtout que sur le Tour de France l'année d'avant, en 2022, il fait également la même chose. C'est-à-dire que ça fait quasiment 3 grands tours d'affilée, alors sauf la Volta l'année dernière, parce que la Volta l'année dernière, il avait été transparent, mais ça fait quand même, dès qu'il joue le général en ce moment, on se fait chier, quoi, un peu avec Geraint Thomas, hein. C'est pas très passionnant du côté du coureur britannique. On poursuit avec ce bilan de cette 2e semaine de compétition et on poursuit avec les abandons. Et oui, parce que les abandons ont été quand même assez nombreux sur cette 2e semaine de compétition. Alors ça a commencé dès le lendemain de la journée de repos où on a perdu 2 coureurs importants. Lutsenko, qui était plutôt bien classé du côté du général, qui était dans le top 15, mais surtout, on a perdu Kian Uijtebroek, le coureur belge, qui a abandonné avec une team Visma Leasebike qui a été assez décimée du côté du classement général, mais aussi du côté du... Voilà, ils ne sont plus que 4 au départ.
Ça a joué hein, aussi sur cette deuxième semaine. Peut-être que Canailtebroek aurait tenté des choses. Peut-être que cette formation aurait tenté des choses. Olaf Koy aurait peut-être pu aller chercher une deuxième victoire au sprint. Alors, ces abandons sont dus à un virus, voilà, du côté du peloton. Un petit virus. Et comme je rappelle qu'un peloton, une particularité, un peloton de cyclistes, c'est déjà qu'un virus peut largement se disperser. Il y avait eu des études au moment de la Covid sur la propagation des sécrétions humaines, pas très sympathiques, mais qui montraient grosso modo quand vous êtes en tête de peloton, vous pouviez envoyer des microbes quasiment jusque à la 140e, 150e position d'un peloton, ce qui est assez énorme. Donc, c'est-à-dire que quasiment tout le peloton peut être contaminé par un seul mec, ce qui a fait des clusters pendant les Giro ou pendant certains grands tours. On avait parfois une pelletée d'abandon, on avait vu ça le coup l'année dernière. Parce que c'est aussi un monde qui est très fermé, c'est-à-dire que tout le monde... Enfin, c'est un petit village, quoi, hein, un peloton de cyclisme. C'est un petit village. En plus, parfois, vous avez des équipes qui partagent des hôtels aussi, donc ils peuvent se retrouver ensemble. Donc enfin, voilà, vous avez plein d'endroits où peut y avoir la transmission d'un virus. Donc, on ne sait pas comment ça s'est passé du côté de la Visma Lease the Bike, mais ça leur a coûté très cher. Il y a eu également la chute de Christophe Laporte et puis Olaf Koy qui a également abandonné. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui a vraiment été décimée de ce côté-là. Du côté des autres abandons de cette deuxième semaine, du côté des sprints, on a quand même Jakobsen après sa chute, mais qui n'a pas été très présent sur ce Tour d'Italie. Hein, il faut bien le dire qu'il n'a pas été très impressionnant. Mais Roffer également qui est tombé malade du côté de la Tudor et ça gêne peut-être Dainese dans l'approche de ces sprints du côté de ce coureur. Donc voilà, il y a eu quelques abandons qui ont des conséquences. Oui, comme je le disais, Lutsenko aussi qui a abandonné et qui ont eu des conséquences sur la course. Et puis parfois c'est pas une maladie, parfois c'est parce qu'on a d'autres objectifs. Le cas Phil Bauhaus, et je continuerai de prononcer Bauhaus parce que c'est comme ça que ça se prononce en allemand. Donc on me fait chier avec Tim Merlet, hein, donc je vois pas pourquoi on me ferait pas chier pour Phil Bauhaus. Si on veut que les prénoms belges soient prononcés correctement, il faut aussi qu'on veuille que tous les noms soient prononcés correctement. Sinon je prononce tous les noms à la française, ça sera plus facile pour moi. Mais du côté de Phil Bauhaus, le coureur allemand, eh bien lui il a décidé d'abandonner parce qu'il a d'autres objectifs, le Tour de France. Bon, ça c'est toujours particulier. Alors c'est pas le premier à le faire. Van der Poel avait fait ça avant les Jeux Olympiques lors d'un Tour de France. Des coureurs qui abandonnent parce qu'ils ne sont pas forcément malades, parce qu'ils n'ont pas forcément de problèmes physiques. Bon, certains, on sait, l'ont pratiqué aussi parfois en disant qu'ils étaient malades alors qu'ils n'étaient pas malades. Je me souviens de l'année où Caleb Ewan voulait faire les 3 grands tours. Moi, je sais plus, il avait dit qu'il était malade. Il avait dit non, c'est pas parce que je voulais faire le Tour de France et le Tour d'Espagne. Hein. Non, c'est parce que j'étais malade. Sauf qu'on l'avait vu quelques jours après se préparer pour le Tour de France. Donc Phil Bauhaus a été honnête, au moins en disant c'est parce que j'ai d'autres objectifs derrière. On se souvient, Stephen Kung avait fait ça aussi en 2023 sur le Tour d'Italie déjà. Moi, ça me pose un problème, mais que faire? Que faire? Est-ce qu'on doit sanctionner dans ce genre de situation? Comment sanctionner? Comment faire la différence entre un coureur qui va abandonner parce qu'il est fatigué, parce que il est tombé 2 ou 3 fois et qu'il est râpé, pas forcément de fracture, mais parce qu'il est râpé, Jakobsen, il n'y a pas de fracture par exemple. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'un coureur qui fait semblant de dire qu'il est malade, mais à quel moment on peut savoir si un coureur fait semblant d'être malade ou s'il est véritablement malade, s'il est véritablement diminué ou pas vraiment diminué. Donc comment on peut sanctionner dans ce genre de situation? Parce que bon, on me dit d'accord, on va sanctionner Phil Bauhaus. Lui, il a été honnête. Ok. Mais ça veut dire que si on commence à sanctionner les coureurs qui décident de ne pas finir les grands tours parce qu'ils ont d'autres objectifs après, c'est clair et net. Dans ce cas-là, tu es obligé les mecs vont dire à chaque fois qu'ils sont malades, même si c'est pas vrai. Donc, je ne sais pas quelle est la bonne solution pour éviter ce genre de problème. Est-ce qu'il faut faire des sanctions en termes de points UCI? Est-ce que
les points UCI devraient être conditionnés sur un grand tour à un nombre d'étapes terminées. C'est-à-dire que si tu n'as pas fini les 75% de la course, eh bien les points UCI ne sont pas donnés à l'équipe, ce qui forcerait certains coureurs à essayer de finir. À part chute, qui pourrait engendrer un abandon, mais en cas de maladie, on ne les prendrait pas en compte. Est-ce qu'il y a des solutions comme ça? Mais je ne sais pas quelle solution pourrait être intéressante pour éviter ce genre d'abandon. Voilà, la fille de Bauhaus, ça a acheté Stephen Kung, elle a évité les abandons parce que les mecs, en fait, ils ont d'autres objectifs. Si tu as d'autres objectifs, tu fais pas un grand tour. Voilà, un objectif, un grand tour, ça doit être un des objectifs de la saison. T'as pas un mec qui dit « Oh bah je vais faire la moitié du Tour des Flandres. Oh non, mais c'est juste pour préparer Paris-Roubaix. » Il n'y a aucun coureur qui fait ça, par exemple. Donc ouais, je trouve que ça décrédibilise en plus les courses. Parce que ça veut dire que Phil Bauhaus, pour lui, le Giro, ça sert à rien. Pour lui, donc, il n'y a que le Tour de France qui existe. Je trouve que ça décrédibilise certaines épreuves. Et oui, je pense que... Et comme pour Mathieu Van Der Poel, ça voulait dire le Tour de France, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui me fait rêver, c'est le titre de champion olympique de VTT. Voilà, aussi dans l'autre sens. Donc non, je trouve que ça serait bien de trouver une solution. Mais bon, Lucie, il y a déjà tellement de problèmes que ça ne doit pas être la priorité pour le moment de l'UCI. Mais oui, ces abandons, est-ce que voilà, il ne faudrait pas conditionner le gain des points sur une course par étape ou sur un grand tour au fait de faire un nombre minimum d'étapes, sauf en cas de chute et de fracture, où là on dirait, bon bah voilà, t'as une fracture, c'est bon, mais s'il n'y a pas de fracture, si c'est juste maladie, on dirait, bah non, tu continues. Sauf qu'on sait très bien qu'aussi que, ou soit est-ce qu'il faudrait passer à un médecin de course qui validerait peut-être le fait que le coureur soit véritablement malade. Je sais pas, mais ouais. C'est un petit peu dommageable dans ce genre de situation, le cas Phil Bauhaus. On passe donc au sprinter. Donc il fera le Tour de France, hein, Bauhaus. Hein. J'espère qu'il gagnera une étape. Parce que s'il ne gagne pas d'étape, en plus, il va un petit peu passer pour un con. Phil Bauhaus. Et donc ça va nous lancer sur les sprinters. Bon, bah, du côté des sprinters, on parle beaucoup de Pogacar, dominateur du côté du général, mais Milan a été dominateur du côté des sprints avec 2 victoires d'étape pour le coureur italien. Ça fait donc à 3 son total depuis le début du Tour d'Italie. Il a plus de 100 points d'avance du côté du maillot cyclamen, donc là aussi il n'est pas vraiment inquiété, Jonathan Milan, surtout qu'il y aura 2 sprints massifs sur cette 3e semaine. Et encore, l'étape de jeudi, il n'y aura peut-être pas un sprint massif. L'échappée ira peut-être au bout. On ne sait jamais. Donc, ce qui fait on a un Milan qui est dominateur. Pourquoi? Tout simplement la meilleure formation. Il a une équipe à son service. À part Juan Pedro Lopez, quasiment tous les autres se mettent au service de Jonathan Milan. Et aujourd'hui, il est le plus fort. Mais quand vous êtes fort et que vous êtes en plus le mieux emmené, c'est dur d'aller vous battre. Alors on voit Caden Groves tourne autour, il mériterait quand même d'aller chercher une étape, hein, Caden Groves, parce qu'il a fait quelques deuxièmes places, il mériterait d'aller chercher une deuxième une victoire, mais le problème de Caden Groves c'est qu'il lui manque du monde dans le final. Et ça s'est bien vu lors du dernier sprint où le timing n'était pas du tout bon. Donc il faudra corriger le tir pour Caden Groves. Et puis tu sens que Milan, il est au-dessus, hein. Il est au-dessus en termes de puissance de beaucoup de ses adversaires. C'est un objectif pour lui ce Giro, de réussir à gagner des étapes sur ce Giro. Et puis on voit que ça commence à devenir l'un des meilleurs sprinteurs du monde sur ce type de grand tour. Alors il y a Philipsen encore, qui est très fort, qui est au-dessus, mais bon, Milan c'est quand même du très costaud, hein, pour le moment. Donc ouais, dominateur, Caden Groves qui tourne autour, et puis après... Je dirais qu'il y a quelques coureurs qui ont fait des placettes, mais il n'y a pas vraiment de régularité. Et puis on voit des coureurs qui ont beaucoup de mal. Caleb Ewan, par exemple. Jacobsen. Andresen, qui a fait un top 5. Et puis depuis, il a un petit peu du mal à remettre la machine en route. Dainese, aussi un seul top 5. Derrière la machine, c'est un petit peu compliqué à remettre en route. Donc voilà, il y a des coureurs qui vont encore vouloir aller chercher des étapes. Mais il n'y a plus que 2 possibilités, hein, pour les sprinters. Et puis il y en a peut-être certains qui vont finir hors délai sur certaines étapes si ça roule vite. Et puis il y a la fatigue, hein, forcément, qui s'accumule pour certains coureurs. Donc ça aussi, ça joue pour les coureurs du côté des sprints. On passe au bilan des Bleus pour cette 2e semaine.
Un bilan des Bleus qui est tout à fait intéressant, avec 2 victoires d'étape dans cette deuxième semaine. Valentin Paré-Peintre, Julien Alaphilippe. 3 victoires avec 3 coureurs différents, ça n'est arrivé qu'en 1980 et 1987, donc à une époque où la France quand même dominait pas mal du côté du cyclisme, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Pourtant, on ne s'attendait pas forcément à avoir de si grands résultats que ça au départ de ce tour d'Italie, parce que bon, on avait Christophe Laporte pour les sprints, bon, on savait qu'il allait faire le travail pour l'Afcoy. Philippe, on savait pas trop où il en était. Bon, il y avait Romain Bardet, ça on était conscient, mais bon, on ne s'attendait pas à ce que Benjamin Thomas gagne une étape. Valentin Paré-Peintre, on savait qu'il était fort, mais on s'attendait à ce qu'il fasse un travail, gros travail d'équipier pour Ben O'Connor, donc on se disait peut-être qu'il n'aurait pas beaucoup de liberté. Puis au final, ça s'est plutôt bien passé, voilà, du côté des Français. Du côté des Bleus, Ben O'Connor est toujours quatrième du classement général. Alors certes, l'écart s'est un petit peu agrandi avec le podium, mais ça reste toujours jouable. Moi je pense encore une fois que Geraint Thomas me semble pas dominateur. Me semble pas exceptionnel pour la deuxième place. Je me dis qu'il va peut-être craquer à un moment. Geraint Thomas, à ce moment-là, Ben O'Connor devra essayer d'en profiter. Sinon, il aura des regrets, Ben O'Connor, c'est d'avoir essayé de suivre Pogacar, parce que s'il n'avait pas essayé de suivre Pogacar, il serait toujours au contact aussi de Geraint Thomas, de Daniel Felipe Martinez. J'espère qu'il n'aura pas ce regret-là, ce regret à vie d'avoir tenté de suivre Pogacar, d'avoir explosé. Parce que c'est quand même, moi j'aime bien quand même les coureurs qui tentent d'attaquer, parce que j'ai peur qu'ensuite Ben O'Connor se dise faut juste que je suive et devienne une sorte de Geraint Thomas ou de Kelderman bis. Je suis pas top. C'est vrai que c'est ça qui est aussi dommage avec l'abandon de Kano Utebrooks, c'est qu'on ne l'a pas vu attaquer. On l'a vu suivre, on ne l'a pas vu attaquer. C'est vrai que j'aimerais bien voir Kano Utebrooks attaquer, parce que jusqu'à maintenant c'est quand même un coureur comme Lenny Martinez qui a souvent tendance à suivre les leaders. À un moment, ce serait bien aussi de parfois passer à l'action, quitte à tout perdre. Mais bon, ça c'est ce qu'on verra peut-être sur une autre course du côté de Kano Utebrooks, peut-être sur la prochaine Vuelta. Donc du côté du bilan des Bleus, oui, le retour d'Alaphilippe, il a fait plaisir. Il n'a pas fait plaisir qu'en France. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo des commentateurs italiens d'Eurosport, mais les mecs, ils étaient encore plus heureux que Di Grazia, hein. C'était la fête au village. On est content parce que déjà il gagne, bon, il retrouve la victoire, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné, mais en plus il y a une démonstration quand même ce jour-là. Je rappelle, c'est 126 km à 2 avec Mirko Maestri. Il y a cette histoire avec Maestri aussi qui a été d'une grande classe. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu également cette image sur les réseaux sociaux avec Julien Alaphilippe qui a amené un maillot. C'était peut-être même le maillot de sa victoire d'étape à Maestri. Voilà, c'était une belle image avec les deux. Non, il y a eu ça a été une belle victoire. Valentin Paré-Peintre, parce que c'est aussi, ça montre que chez Decathlon AG2R, ça pousse très fort chez les jeunes. Et ça fait partie des coureurs qui poussent fort, et ça fait partie des coureurs qui aujourd'hui sont équipiers, mais peut-être dans quelques années, peut-être l'année prochaine, peut-être même directement sur la Vuelta, je ne sais pas, deviendront leaders. C'est des coureurs qui peuvent peut-être attraper un top 10, voire mieux. Du côté de Valentin Paré-Peintre, d'Aurélien Paré-Peintre, sont des coureurs qui sont très intéressants. Et ça confirme encore une fois le gros travail que fait AG2R depuis le début de saison, parce que la confiance aussi qu'a retrouvé cette équipe, qui est un petit peu sur un petit nuage en ce moment, surtout avec les victoires d'un certain Sam Bennett sur les 4 jours de Dunkerque. 4 victoires en 6 jours, c'est quand même aussi assez impressionnant de ce côté-là. Donc il y a vraiment eu 2 belles victoires d'étape. Parce que Paré-Peintre, il l'a gagné en costaud. Il avait pourtant avec lui Bardet. Il a réussi à lâcher Bardet. Donc non, c'était du très très solide. Romain Bardet, une deuxième semaine bien meilleure, on va dire, à part le contre-la-montre, qui n'a pas été fantastique. C'est pas un contre-la-montre qui lui convenait, ça c'est clair et net, mais je l'avais parfois vu faire des contre-la-montre un peu meilleurs. Peut-être que là c'est 30 km, 35 minutes d'effort, c'était encore bon pour les spécialistes. Mais à part le contre-la-montre, sinon, il a tenté lors de l'étape de dimanche. Il avait pris l'échappée également lors de l'étape de mardi. Il ne l'a pas payé non plus.
Romain Bardet, parce que j'avais un peu peur que les efforts qu'il ait fait mardi, il le paye un moment dans cette deuxième semaine. Ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis, je voudrais souligner également Ewen Kostiou, qui a été encore à l'attaque, qui a été encore très présent à l'attaque. Alors c'est dommage du côté d'Ewen Kostiou, il a déraillé au mauvais moment sur une étape, il est tombé sur une autre. Mais j'espère encore le voir sur cette troisième semaine. Essayer de le voir encore à l'attaque. On l'a vu notamment avec Simon Geschke, à un moment dans l'étape d'hier. Donc voilà, j'espère revoir encore du très bon Ewen Kostiou. Et puis on va finir avec ces équipes qui pour le moment ont été assez discrètes depuis le début de cette épreuve, ou qui ont été discrètes sur cette deuxième semaine. Et bien je commence avec la Tudor. À part Storer, pour le moment, du côté de la Tudor, on n'a pas vu grand monde. Dainese, il a fait une 4e place, mais sinon c'est très discret du côté des sprints. Ouais, déjà 2 abandons également dans cette formation. On pouvait s'attendre à un peu mieux quand même de la part de la Tudor sur ce Tour d'Italie. Puis il y a des coureurs qu'on n'a pas vus. Je pense à Froidevaux, le Suisse, pour le moment assez transparent. Camp, il a pris une seule échappée. Donc Florian Stork, je crois que je ne l'ai même pas vu. Il a pris une échappée, Stork? S'il a pris une échappée, ça m'a vraiment pas marqué. Non, on ne l'a pas vu. Donc ouais, pour le moment, une équipe qui a été discrète quand même sur cette compétition. Donc il y a encore une semaine pour se montrer. Israël également, alors qui a été décimé en début de course. On a vu Simon Clark, un peu Marco Frigo, Hofstetter qui a fait un top 5, mais Nick Schulz par exemple est assez transparent, et c'est vrai que pour le général ils ont personne. Clark, Frigo sont quand même été assez loin d'aller chercher une victoire d'étape quand même jusqu'à maintenant sur cette deuxième semaine. Arkea, à part Ewen Kostiou, c'est vrai que sinon c'est un petit peu discret également du côté de cette formation sur cette deuxième semaine. Jente Biermans en plus est tombé hier, grosse chute, on verra s'il peut repartir, mais que ça soit Decker ou Jente Biermans sur cette deuxième semaine, ils n'ont pas réussi à faire un sprint. On a vu un petit peu Alessandro Verre, mais ça reste trop discret pour le moment du côté de cette formation. Et parfois pas assez présent dans les échappées. La DSM, bien entendu, à part Romain Bardet sur cette deuxième semaine, on n'a pas vu grand monde. Alors c'est vrai que certains ont tenté de prendre des échappées, ça n'a pas forcément été hyper efficace. Je pense à Kevin Vermarke, notamment je pense à Lem Reise, qui ont pris des échappées, mais pas forcément hyper acteurs dans ces groupes-là. Et puis j'avais noté également la Groupama. Oui, c'est sûr qu'à part Laurens Pitty, c'est pas fou pour le moment. Alors ils ont tenté de prendre des échappées, notamment hier, mais tu vois bien que le collectif est un peu faible en montagne, même très faible en montagne. Donc c'est tout pour Laurens Pitty, sauf que Laurens Pitty, pour le moment, au niveau des sprints, ça n'a pas été exceptionnel de la part du coureur de la Groupama FDJ. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Pour finir cette vidéo, du côté des différents classements, je commence avec le classement des sprints intermédiaires. Là, c'est les sprints volantes. C'est Andrea Pietrobon, le coureur de la Polticometa, qui est en tête avec quand même 16 points d'avance sur Julien Lafilippe. On retrouve à égalité Julien Lafilippe et Filippo Fiorelli. Mirko Maestri est 4e. Derrière, on retrouve Cadengrove, Jonathan Milan, les coureurs des sprinteurs. Cadengrove et Jonathan Milan qui ne prendront peut-être pas énormément de points dans les 2 dernières étapes du côté de ce classement. Du côté du classement Inter Giro, c'est Fiorelli qui est en tête avec 41 points, juste devant Cadengrove qui a 37 points. Donc là, il y aura peut-être match entre les deux courants. On retrouve ensuite Andrea Pietrobon, 3e devant Julien Lafilippe et Mirko Maestri du côté de ce classement. Il y a également donc le classement de la combativité, c'était Nairo Quintana hier, et puis le classement de la Fuga. C'est Pietrobon qui est en tête avec 454 points, devant Mirko Maestri 319 points. On retrouve ensuite Julien Lafilippe et Lilian Calmejane avec 254 et 249 points.
Fiorelli 217 points. Là aussi, il y a peut-être des coureurs qui vont essayer de le chercher, ce classement de la Fuga, parce que ça veut dire que l'écart entre Julien Lafilippe et Andrea Pietrobonne, c'est 200 km d'échappée. Donc ça va peut-être être l'idée des prochaines étapes du côté du coureur français. On regarde les différents classements. Le classement général, donc comme vous le voyez, Tadej Pogacar est en tête devant Geraint Thomas et Daniel Felipe Martinez. Les écarts sont maintenant énormes. Le chat a décidé d'aller dans la litière. Pourtant, je pensais que j'étais bon parce qu'il a décidé d'aller dans la litière avant que je registre. Il retourne désormais dans la litière. Donc Tadej Pogacar, 6 minutes 41 d'avance voilà, sur Geraint Thomas, c'est assez énorme. 6,56 sur Martinez. L'écart est seulement de 15 secondes entre Thomas et Martinez. 1,02 pour Ben O'Connor par rapport à Geraint Thomas. Donc on voit que là il y a encore un gros match. Ensuite, c'est un petit peu plus loin la bagarre autour de la 5e place, autour d'Antonio Tiberi. À 9 minutes 26, on s'aperçoit que Romain Bardet est qu'à 1,20. Un Zana aussi est très proche, il est à moins de 2 minutes. Donc là il y aura peut-être également un gros match. Et puis on retrouve ensuite Rubio, Jan Hirt dans le top 10. Là aussi, Jan Hirt n'est pas assuré de faire le top 10. Fortunato n'est pas très loin. Par exemple, à 1 minute. Ça sera peut-être plus compliqué par contre pour des coureurs comme Piganzoli, comme Pozzovivo de rentrer dans ce top 20. Du côté du premier coureur français, c'est Romain Bardet. Le deuxième coureur français dans ce général, c'est Alex Baudin. Du côté du classement par points, Jonathan Milan est en tête avec 284 points. C'est-à-dire qu'il a maintenant une vraie marge de sécurité par rapport à Caden Groves qui est à 175 points. On retrouve ensuite Tim Merlier. Mais c'est vrai que le déclassement de Tim Merlier lui a coûté énormément. Sur cette deuxième semaine, il a été quand même dominé par Jonathan Milan. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris de sprint quand il s'est fait déclasser. Il n'a pas pris également beaucoup de points lors du deuxième sprint, comme Caden Groves. Mais ce qui fait que ça veut dire qu'il se retrouve désormais très très loin, Tim Merlier. Et là, il a quasiment 200 points de retard. Donc c'est impossible de reprendre ces 200 points de retard. Et même Caden Groves, déjà ça va être compliqué. Maintenant, Jonathan Milan, il faut qu'il arrive à finir ce Tour d'Italie. On retrouve ensuite Fiorelli, Pietrobonne et Pogacar. Qui va peut-être réussir à rentrer dans le top 5 de ce classement, mais qui ne devrait pas remporter le maillot cyclamen. Du côté du classement de la montagne, Pogacar est en tête, là aussi avec une énorme marge sur Simon Geschke. Le fait de doubler les points dans les dernières difficultés, ça aide énormément les vainqueurs de Grand Tour. C'est pas comme si le Tour de France avait fait cette même erreur. Encore une fois, ça serait bien de proposer des classemements pour les baroudeurs. Alors là, heureusement, sur le Tour d'Italie, vous avez le classement des sprints intermédiaires, le classement de la Fuga, mais en France, on n'a même pas ces classements-là. Donc voilà, du côté de Tadej Pogacar, 172 points, c'est-à-dire qu'il a quasiment 100 points d'avance sur Simon Geschke, Nairo Quintana, qui pourtant n'a été en échappée, n'a pris des points, je crois que dans une seule étape, se retrouve 3e. Donc voilà, la magie de ce magnifique classement. Et puis on retrouve Scaroni, Martinez, Paré-Peintre et Bardet. Ça va pas être facile d'aller chercher Pogacar du côté de ce maillot bleu. Donc je pense que Geschke risque encore de pas remporter un classement de la montagne, mais en même temps il a peut-être il n'a pas forcément pris des gros points hier. Il a fait beaucoup d'efforts à contre-temps quand même, Simon Geschke, lors de l'étape de dimanche. Et puis du côté du classement du maillot jaune, là par contre il y a un gros match entre Tiberi, Arensman, Zana. Arensman n'est qu'à 19 secondes au Tiberi, Zana à 1 minute 45, c'est-à-dire que ces trois coureurs-là peuvent encore envisager la victoire du côté du maillot blanc. Arensman dit qu'il ne vise pas ce classement-là, mais autant vous dire que Ineos serait quand même bien content de ramener un maillot distinctif, parce que ça va peut-être pas être le cas sur les 3 grands tours, donc il va peut-être y avoir un objectif à Arensman. Après, ça dépendra également de la situation de Geraint Thomas du côté du classement général, et puis Zana qui est 3e, qui ne fait pas de bruit depuis le début de ce Giro. On en parlait hier de Filippo Zana, mais qui reste dans le match. Et puis lui, on sait qu'il tient bien la 3e semaine. L'année dernière, il l'avait montré sur le Tour d'Italie. Puis on termine avec le classement par équipe. Là aussi, c'est très serré entre Ineos et Decathlon. Seulement 14 petites secondes d'écart. Derrière, c'est un petit peu plus loin pour UAE, Bora et Astana. Du côté de ce classement par équipe, vous retrouvez tous les différents classements dans la description de la vidéo, tous les soirs notamment, sur toutes les étapes. Nous on se retrouve pour de nouvelles aventures demain avec la présentation de l'étape numéro 16 et puis le débrief de cette même étape numéro 16 demain soir 21h. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao.